Je vais vous présenter notre étude d'utilisation des médicaments de la sclérose en plaques pendant la grossesse et également un rapide état des connaissances des risques associés à cette utilisation. Donc, comme déjà dit plus tôt par Madame Leray, la sclérose en plaques ou CEP est une maladie inflammatoire chronique du système nerveux central qui touche environ 3 femmes pour un homme et débute en moyenne à 30 ans. Elle concerne donc surtout des femmes jeunes en âge de procréer. Il n'y a pas de traitement curatif pour la CEP, mais des traitements de fond permettent de ralentir, voire de stopper l'évolution de la maladie. Et comme certains de ces traitements ont été commercialisés récemment, au cours de la dernière décennie, les données sur leur sécurité pendant la grossesse sont encore limitées. En général, les recommandations pour la prise en charge médicamenteuse de la CEP pendant la grossesse sont l'arrêt du traitement si possible, mais dans certains cas, les traitements peuvent être poursuivis si l'activité de la maladie le nécessite, et d'autres traitements, en revanche, ne sont pas recommandés ou sont même contre-indiqués. Actuellement, il y a peu d'études sur l'utilisation des traitements de fond de la CEP pendant la grossesse en vie réelle et sur les risques associés à cette utilisation. Je vais passer rapidement sur les stratégies thérapeutiques qui ont déjà été abordées par Madame Leray. Donc, juste un petit mot sur l'escalade thérapeutique. Ça a été l'approche la plus courante. Elle consiste à commencer par un traitement de première ligne et il y a la possibilité de passer à des options plus puissantes si le contrôle de la maladie n'est pas suffisant. Et ces dernières années, la stratégie d'induction a émergé en proposant dès le départ un traitement de seconde ligne pour obtenir un contrôle plus puissant de la CEP. Et quand la maladie est stable et bien contrôlée, il y a la possibilité d'envisager une désescalade vers des options moins agressives. Et pour ce qui est de la grossesse, comme je l'ai déjà mentionné juste avant, certains traitements sont contre-indiqués parce qu'ils sont tératogènes aussi bien chez l'animal que chez l'homme. Et parmi les traitements commercialisés avant 2022 et ayant une AMM pour la CEP, les traitements contre-indiqués vont être le terriflunomide, la cladribine, le fingolimod et l'amitoxantrone. Je vais maintenant vous présenter notre étude dont l'objectif principal était de décrire l'utilisation des traitements de fond de la CEP pendant la grossesse et son évolution au cours de la dernière décennie en France. Cette étude est basée sur les données du registre Epimer. C'est un registre mère-enfant créé par l'équipe d'Epiphare à partir des données du SNDS. Et ce registre inclut les grossesses terminées depuis le 1er janvier 2010, quelle que soit leur issue, dont environ 98% des naissances recensées en France par l'INSEE. Ce registre contient de nombreuses informations, dont des caractéristiques maternelles, comme l'âge au début de la grossesse, par exemple, et d'autres facteurs sociodémographiques. Et il y a aussi des détails sur les grossesses, comme les dates de début, de fin de grossesse, et également le type d'issue. On a inclus dans cette étude toutes les grossesses terminées entre le 1er avril 2010 et le 31 décembre 2021, parmi les femmes atteintes de CEP. Et on a considéré qu'une grossesse était exposée à un traitement de fond de la CEP s'il y avait eu au moins un remboursement dans les 30 jours avant le début de la grossesse et ou pendant la grossesse. Les traitements qu'on a étudiés étaient les interférons bêta, l'acétate de glatiramère, le natalizumab et l'azatioprine, qui peuvent être utilisés pendant la grossesse si l'activité de la maladie le nécessite. Le diméthylfumarate, l'ocrelizumab et le rituximab qu'on a regroupés dans la catégorie des anti-CD20, qui eux ne sont pas recommandés pendant la grossesse. Et enfin, le terriflunomide, le fingolimod, le mycophénolate mofétyl, le méthotrexate et la biotine, qui sont contre-indiqués pendant la grossesse. Et pour la biotine, il s'agit d'un médicament qui a eu une autorisation temporaire d'utilisation entre 2016 et 2020, mais pour les 7 progressifs, celui-ci. Dans cette étude, on a mesuré différents indicateurs et leur évolution au cours du temps entre 2010 et 2021, dont le nombre de grossesses de femmes atteintes de CEP, globalement et en fonction de l'exposition au traitement. On a décrit les caractéristiques de cette exposition, et plus particulièrement les trimestres d'exposition et le nombre de délivrances. Et on a également étudié les modifications des traitements de fond parmi les femmes qui étaient traitées 6 mois avant la grossesse
avec un focus particulier sur la fréquence des switches et des arrêts avant et pendant la grossesse. Et on a également utilisé un modèle de régression logistique multinomiale pour calculer des odds ratios et aussi pour identifier les caractéristiques des femmes qui étaient associées à ces modifications de traitement. Au total, on a inclus dans cette étude 20 567 grossesses de femmes atteintes de CEP, dont 7 587 étaient exposées à un traitement de fond. Sur ce graphique, on peut voir l'évolution du nombre annuel chez les femmes atteintes de CEP. En bleu foncé, toutes les grossesses, en pointillé, les grossesses non exposées et en bleu clair, les grossesses exposées. Globalement, on peut voir une augmentation du nombre de grossesses de femmes atteintes de CEP au cours du temps et plus particulièrement des grossesses exposées, puisqu'on passe d'environ 250 grossesses exposées entre avril et décembre 2010 à environ 800 grossesses exposées en 2021. Au début de la grossesse, l'ancienneté du diagnostic de la CEP était de 4 ans. Et on peut voir qu'il y a eu une évolution au cours du temps avec une ancienneté de diagnostic qui est passée de 3 ans en 2010-2012 à 5 ans en 2019-2021. Comme il n'y a pas de données cliniques dans le SNDS, on a créé un proxy de sévérité de la CEP qu'on a appelé la limitation fonctionnelle. Donc, on a considéré qu'une femme avait une limitation fonctionnelle liée à la CEP si elle était en invalidité ou en arrêt longue durée pour la maladie, si elle avait eu un remboursement pour une aide technique comme une canne, un fauteuil roulant, si elle avait été hospitalisée en soins de suite et de réadaptation, ou encore si elle avait eu au moins un remboursement pour un traitement symptomatique de la CEP. Et globalement, on peut voir que la fréquence de la limitation fonctionnelle était d'environ 20% au début de la grossesse. Et on voit qu'il y a une très légère augmentation au cours du temps, en passant de 18,9% en 2010-2012 à 20,1% en 2019-2021. Sur ce graphique, on peut voir le nombre annuel de grossesses exposées à un traitement de fond par traitement. Donc parmi toutes les grossesses exposées, 85% étaient exposées à des traitements sans restriction d'utilisation, les interférons bêta ici en bleu, l'acétate de glatyramère en orange, le natalizumab en rouge foncé et l'azatioprine en noir. 11% des grossesses étaient exposées à des traitements non recommandés, le diméthylfumarate ici en jaune et les anti-CD20 en marron. Et 8% étaient exposés à des traitements contre-indiqués, le teriflunomide ici en violet, le fingolimod en vert foncé. Et enfin, le mycophénolate mofétyle, le méthotrexate et la biotine regroupés dans la catégorie autres, ici en bleu foncé. Et sur ce graphique, on peut aussi voir que l'exposition à certains traitements a commencé dès leur année de commercialisation. En 2012 pour le fingolimod, en 2014 pour le teriflunomide et le diméthylfumarate, et pour le crélizumab, qui est un des deux anti-CD20 étudiés, et qui a l'AMM pour la CEP. Il a été commercialisé celui-ci en 2018. Et on a aussi pu observer une augmentation au cours du temps du nombre de grossesses qui étaient exposées à des traitements non recommandés ou contre-indiqués. Sur ce graphique, on peut voir l'évolution des interruptions volontaires ou médicales de la grossesse chez les femmes atteintes de CEP. Les barres hachurées représentent les grossesses non exposées et les barres bleues les grossesses exposées. Et on peut globalement observer que le taux d'IVG-IMG parmi les grossesses exposées a diminué au cours du temps et il a atteint un niveau qui était proche de celui des grossesses non exposées en 2019-2021 d'environ 19%. Sur ce deuxième graphique, on voit les taux d'IVG-IMG parmi les grossesses exposées selon le traitement. Globalement, environ 20% des grossesses exposées se sont terminées par une IVG-IMG. Et les grossesses les plus interrompues étaient celles qui étaient exposées à des traitements non recommandés, donc le diméthylfumarate et les anti-CD20, et celles exposées à des traitements contre-indiqués. Et on peut voir ici en particulier exposées au teriflunomide et au fingolimod. En ce qui concerne l'utilisation des traitements de la CEP pendant la grossesse,
Environ 90% des grossesses étaient exposées à un seul traitement de fond et plus de 80% étaient exposées jusqu'à la fin du premier trimestre seulement. Il y a eu une diminution de ce pourcentage au cours du temps, de 88,5% en 2010-2012 à 71% en 2019-2021. Les grossesses, elles étaient donc de plus en plus exposées au-delà du premier trimestre de grossesse. Le nombre moyen de délivrance était de 2,7 et il y a eu une augmentation au cours du temps de 2,1 délivrances à 3,3 en fin de période. Dans notre étude, il y avait plus de 8600 grossesses de femmes qui étaient traitées 6 mois avant le début de leur grossesse. Et on a constaté que 7,6% ont switché vers un autre traitement de fond et 78% ont arrêté leur traitement. Et ces switches et ces arrêts, ils ont principalement eu lieu avant la grossesse ou au cours du premier trimestre de grossesse. On voit qu'il y a eu une augmentation des switches au cours du temps de 3,4 à 10,4%. Et il y a aussi eu une diminution des arrêts de 84% à environ 72%. En ce qui concerne les caractéristiques des femmes qui ont arrêté leur traitement ou qui ont switché de traitement avant ou pendant la grossesse, on a observé plusieurs associations. Donc, on a vu qu'un âge maternel de 35 ans ou plus et un faible niveau de ressources était associé à une diminution des arrêts de traitement et était aussi associé à une diminution des switches. Donc, on peut voir ici qu'il y a des odds ratios ajustés significatifs inférieurs à 1. Ici, les odds ratios pour les arrêts et ici, les odds ratios pour les switches. En revanche, l'utilisation d'un traitement de fond de seconde ligne 6 mois avant le début de la grossesse était associée à une diminution des arrêts, mais à une augmentation des switches. Les odds ratios ajustés étaient significatifs, inférieurs à 1 pour les arrêts et supérieurs à 1 pour les switches. Pour conclure cette première partie, donc notre étude a mis en évidence une forme de normalisation de la grossesse chez les femmes atteintes de CEP, mais aussi une évolution du profil des femmes au cours du temps vers des femmes atteintes d'une maladie plus active ou plus sévère. On a pu observer une forte augmentation du nombre de grossesses exposées au traitement de fond de la CEP entre 2010 et 2021. Et cette exposition, elle concernait principalement des traitements sans restriction d'utilisation pendant la grossesse, et elle était le plus souvent limitée au premier trimestre, en lien avec des arrêts fréquents et des switches de traitement avant ou en début de grossesse. Mais on a pu observer une augmentation du nombre de grossesses exposées à des traitements dont le profil de sécurité est encore incertain. Et de nouvelles études sont donc nécessaires pour mieux préciser le profil de risque de ces traitements pendant la grossesse, et notamment pour les traitements commercialisés récemment, pour lesquels les données restent encore limitées. Dans cette deuxième partie, je vais résumer brièvement l'état des connaissances sur les risques d'issue défavorable de la grossesse associés à l'utilisation des traitements de fond de la CEP pendant la grossesse. L'utilisation des traitements de fond de la CEP pendant la grossesse, elle nécessite une évaluation des risques et des bénéfices. D'un côté, ne pas traiter les femmes peut entraîner une progression de la maladie et donc une aggravation des symptômes neurologiques, une perte d'autonomie et un impact sur la qualité de vie. Et d'un autre côté, certains traitements peuvent être associés à des risques d'issue défavorables de la grossesse, comme des fausses couches spontanées, des naissances prématurées, des problèmes de croissance intra-utérine, mais aussi à des risques pour la santé de l'enfant exposé in utero, notamment des malformations majeures congénitales ou des infections graves. La décision d'utiliser ou non un traitement pendant la grossesse doit donc être prise en concertation avec la patiente et l'équipe médicale, en prenant en compte les spécificités de chaque cas de CEP et le projet de grossesse. Les interférons bêta et l'acétate de glatyramère sont les traitements de fond spécifiques de la CEP les plus anciens et donc les plus étudiés. Les données accumulées au cours du temps ont permis d'enrichir la compréhension de la sécurité de ces traitements.
Globalement, ils ne sont pas associés à une augmentation des risques d'issues défavorables comme les fausses couches, la prématurité ou les malformations congénitales majeures. Cependant, les données sur le poids à la naissance des enfants exposés in utero aux interférons bêta sont contradictoires. Certaines études montrent un poids qui est significativement plus faible chez ces enfants par rapport à des enfants non exposés. Pour l'acétate de glatyramère, il n'y a pas d'association avec un poids plus faible à la naissance qui a été mise en évidence. Et ces données rassurantes, elles ont conduit à des ajustements réglementaires. L'avertissement concernant l'utilisation de l'acétate de glatyramère a été supprimé en 2016 et celui des interférons bêta a été supprimé en 2019. Le diméthylfumarate, le natalizumab et les anti-CD20 sont des traitements plus récents. On dispose de moins de données dans la littérature sur leur profil de sécurité, avec des études limitées à quelques centaines de grossesses exposées. Les risques étudiés incluent les fausses couches, la prématurité, le faible poids à la naissance, les malformations congénitales majeures et les anomalies hématologiques. Comme pour l'acétate de glatyramère et les interférons bêta, le diméthylfumarate ne semble pas être associé à ces différents risques. En revanche, le natalizumab et les anti-CD20, les données sont contradictoires et notamment pour les risques de fausse couche et de faible poids à la naissance. On peut donc dire que l'absence de risque pour ces traitements reste à confirmer. Et enfin, le fingolimod et le terriflunomide sont également des traitements récents pour lesquels on dispose de peu de données dans la littérature, avec des études qui sont également limitées à quelques centaines de grossesses exposées. Et comme ces traitements sont tératogènes chez les animaux, les principaux risques qui ont été étudiés sont les risques de malformations congénitales majeures. Les risques de fausse couche, de prématurité, de faible poids à la naissance et de petit poids pour l'âge gestationnel ont aussi été étudiés. Pour le fingolimod, un risque de tératogénicité a été montré, mais ces différents risques restent encore à confirmer et à mieux caractériser. Pour conclure cette présentation, notre étude d'utilisation a mis en évidence une augmentation du nombre de grossesses exposées à des traitements dont le profil de sécurité reste encore à confirmer. Les études de pharmacoépidémiologie sont essentielles pour évaluer les risques associés à l'utilisation de ces traitements pendant la grossesse et notamment les études à partir de larges bases de données comme le SNDS. Et enfin, il est important d'adapter les prescriptions chez les femmes enceintes ou ayant un projet de grossesse pour trouver un équilibre entre le contrôle de la maladie et la sécurité vis-à-vis de la grossesse et de l'enfant à naître. Je vous remercie.